Chapitre 6 Perpetuum mobile. Attendez, interrompit Belzébuth. Ce dont vous venez de parler répond exactement à l'idée chimérique à laquelle les étranges êtres tricérébraux peuplant la planète Terre donnèrent le nom de Perpetuum mobile, et qui à une certaine époque rendit fou un si grand nombre d'entre eux quand elle ne les fit pas périr. Il vint un beau jour à l'esprit de quelqu'un sur cette infortunée planète l'idée insensée, selon leur expression, qu'il était possible d'inventer un mécanisme qui travaillerait continuellement sans exiger aucun apport de matière étrangère. Et cette idée eut un tel succès que presque tous les originaux de cette singulière planète se mirent à y penser pour tenter de réaliser cette merveille. Combien d'entre eux sacrifièrent alors à cette idée chimérique tous les biens matériels et spirituels qu'ils avaient acquis à grand-peine auparavant? Chacun, pour une raison quelconque, tenait absolument à inventer ce qu'il croyait n'être qu'une bagatelle. Quantité d'entre eux, si les conditions le leur permettaient, s'acharnaient à découvrir ce perpetuum mobile, tout en n'ayant pour ce travail aucune donnée intérieure, comptant les uns sur leur savoir, les autres sur le hasard, et poussés pour la plupart par une psychopathie définitive. Bref, inventer le perpetuum mobile, ou mouvement perpétuel, était, comme ils disent, à la mode, et n'importe quel farceur de là-bas se croyait obligé de s'intéresser à la question. Je me trouvais un jour dans une des villes où l'on exposait toutes sortes de modèles et d'innombrables projets de mécanismes pour ce perpetuum mobile. Que n'y découvrait-on pas? Quelle machine tortueuse et compliquée n'y ai-je pas vue? Il y avait dans n'importe lequel des mécanismes que j'avais sous les yeux plus d'idées et de sagerie que dans toutes les lois de la création du monde et de l'existence du monde. Comme je le remarquais alors, dans tous les innombrables modèles et projets de mécanismes dominait le souci de tirer parti de la force de pesanteur. Leur idée était la suivante. Un mécanisme des plus compliqués devait soulever un certain poids, lequel devait tomber pour remettre en mouvement par sa chute tout le mécanisme, qui devait alors faire remonter le poids, et ainsi de suite. Le résultat fut que des milliers de ces malheureux durent être enfermés dans des maisons de fous. Cependant que des milliers d'autres, perdus dans ce rêve, négligeaient complètement les obligations étriques tant bien que mal établies au cours de nombreux siècles, ou bien les remplissaient de la plus lamentable façon. Je ne sais comment tout cela se serait terminé si un être tout à fait abéti, déjà sur le déclin, un de ceux qu'ils appellent vieux radoteurs, et qui avait acquis là-bas par des trucs de sa façon une certaine autorité, n'avait prouvé par des calculs de lui seul connus qu'inventer ce perpetuum mobile était radicalement impossible. À présent, grâce à vos explications, je comprends fort bien comment fonctionne le cylindre du système de l'archange Chariton. C'est là précisément ce dont rêvaient ces malheureux. En effet, l'on peut affirmer que ce cylindre, en présence de la seule atmosphère, fonctionnera sans arrêt et sans avoir besoin de matériaux étrangers. Et puisque sans planète et par conséquent sans atmosphère le monde ne peut pas exister, tant qu'existera le monde et par conséquent l'atmosphère, le cylindre tonneau inventé par le grand archange Chariton fonctionnera lui aussi toujours. La seule question que je me pose maintenant est celle-ci. De quelle matière ce cylindre tonneau est-il fait? Je vous prie, mon cher capitaine, de bien vouloir me donner quelques éclaircissements et de me dire combien de temps ces matériaux peuvent durer. À la question de Belzébuth, le capitaine répondit. Bien que ce cylindre tonneau ne soit pas éternel, il peut cependant durer très longtemps. Sa partie principale est faite d'ambre. Elle est cerclée de platine, et la face intérieure de ses douves est composée de houille, de cuivre, d'ivoire, et d'un très solide mastic qui ne craint ni Pechatkir, ni Telnoraïr, ni Saliakuriapi, c'est-à-dire ni le froid, ni la chaleur, ni l'eau, ni même les radiations des concentrations cosmiques. Cependant, continua le capitaine, les autres pièces, leviers extérieurs et engrenages, doivent être renouvelées de temps à autre, car tout en étant faites du plus dur métal, elles peuvent s'user à la longue. Quant au corps même du vaisseau, on ne peut pas répondre évidemment de la durée de son existence. Le capitaine voulait encore dire quelque chose lorsque par tout le vaisseau retentit un son prolongé, rappelant les vibrations lointaines d'un accord mineur donné par un orchestre d'instruments à vent. S'excusant, le capitaine se leva et expliqua tout en marchant qu'il était certainement demandé pour une affaire très grave, puisque chacun savait qu'il se trouvait chez sa haute révérence dont personne n'aurait osé se permettre d'importuner Louis pour un motif futile.